Bonjour à tous. Comme évoqué la dernière fois, nous allons parler aujourd'hui de ville compacte ou de ville étalée, puisque, nous l'avons vu, l'étalement urbain soulève quelques questions, quelques problèmes qu'il s'agit de traiter. D'autant plus que 50% de la population mondiale vit aujourd'hui en ville. C'est donc au niveau des espaces urbains que va se jouer l'avenir de la planète. Bien évidemment que les campagnes et les montagnes en font partie de cette réflexion, mais avec 50% de la population mondiale, avec la concentration de la population, des activités, de l'économie, des décisions, c'est principalement la ville qui va avoir un impact sur la façon dont notre monde va évoluer. Et donc, c'est de là que va partir toute la réflexion. C'est ces espaces-là qui vont servir de moteur à notre conception de l'avenir. Notamment en termes d'aménagement du territoire, de développement de la ville, de péri et de réurbanisation, en termes de mobilité également, ou de ségrégation urbaine. Puisque, pour rappel, la ségrégation, c'est la séparation dans certains espaces de certains groupes de population, en fonction de leur couleur de peau par exemple, en fonction de leurs croyances, en fonction de leurs revenus sociaux, etc. Et tout ça, c'est des enjeux, c'est des défis qui se posent par rapport à l'évolution de la ville. Comment la ville va-t-elle évoluer? Va-t-elle continuer à croître? Ou va-t-elle stagner? Comment va-t-on organiser les transports pour permettre à chacun de se déplacer dans ces espaces urbains? Comment s'assurer que la ville soit la plus juste, la plus équitable possible, et surtout la plus agréable possible pour tous? L'étalement soulevant un grand nombre de problèmes qu'on a déjà évoqués la dernière fois, parmi lesquels la dispersion des éléments urbains qui entraîne forcément une consommation d'énergie accrue, parce qu'on doit aller toujours plus loin, on doit consommer toujours plus de ressources pour permettre à ces espaces d'exister. Mais également en termes de développement des réseaux, puisque plus les réseaux sont étendus, encore une fois, plus on consomme d'énergie, et plus on génère de pollution. Plus les voitures doivent circuler loin, plus elles vont polluer. Deux alternatives se présentent donc, ville compacte ou ville étalée. De quoi s'agit-il concrètement? Vous le voyez ici, la ville compacte est tout simplement une ville dense à urbanisation continue. Le principe est relativement simple. Il s'agit de limiter l'étalement, de proposer des alternatives à l'automobile et de freiner le déclin du centre au détriment de la périphérie en valorisant le patrimoine urbain. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Le but, c'est plutôt que d'avoir une ville qui s'étend à perte de vue, d'avoir une ville extrêmement compacte, extrêmement dense, sur une petite échelle, une petite surface. Limiter au maximum l'étalement. Donc privilégier des bâtiments qui auront une certaine hauteur, qui auront plusieurs étages, où on va cumuler logement et activités commerciales, économiques, sur des espaces restreints. Beaucoup de densité, donc moins d'étalement. Ça permet forcément de proposer des alternatives à l'automobile. Dans une ville américaine, la voiture est indispensable tout simplement parce que pour passer d'un quartier à un autre, d'une portion de la ville à une autre, on parcourt plusieurs kilomètres. Dans une ville compacte, l'idée c'est que, comme la superficie occupée est beaucoup plus faible, on peut se déplacer d'autres manières. On n'a pas forcément besoin de la voiture pour circuler dans une ville compacte. On peut privilégier des transports publics ou de la mobilité douce. Enfin, dernier aspect que j'ai évoqué précédemment, freiner le déclin du centre. L'idée, c'est que que de construire des centres commerciaux qui vont drainer les gens à l'extérieur de la ville, de créer des centres culturels qui vont attirer la population de la ville en dehors et de favoriser le développement des espaces ruraux, c'est de maintenir le maximum de personnes à l'intérieur de la ville en favorisant notamment le patrimoine urbain, c'est-à-dire le patrimoine historique, culturel, faire en sorte que le centre-ville reste attractif pour que personne ne soit tenté de partir, ou disons le moins de monde possible. Les avantages, vous en doutez, ils sont nombreux. C'est l'économie des sols. On consomme beaucoup moins d'espace. Et en plus, on va réutiliser les friches industrielles qu'on avait déjà évoquées, c'est-à-dire ces espaces qui ont été exploités à une certaine période, qui ont été laissés à l'abandon lorsque l'entreprise est partie, et qui aujourd'hui sont peu à peu réexploités, réurbanisés pour permettre la création de logements ou de bureaux en plein centre-ville, donc dans des espaces qui sont très avantageux d'un point de vue économique. Ça permet aussi de faire des économies du point de vue des coûts de l'urbanisation. Forcément, comme la ville est moins étendue, vous avez moins d'aménagements à faire. Vos réseaux d'égouts, par exemple, vos réseaux électriques, vous avez besoin de les tirer moins loin, donc les travaux sont moins coûteux et c'est moins difficile à mettre en place. Économie d'énergie également, puisqu'une ville dense, c'est une ville de courte distance, de mobilité douce, comme on l'évoquait précédemment. Et c'est quelque chose qui se voit très bien ici.
Vous le voyez, vous avez ce rapport entre la densité urbaine, c'est-à-dire le nombre d'habitants au kilomètre carré, et la consommation d'essence par personne. Dans une ville comme Houston ou Phoenix, qui sont des villes très étendues, vous ne pouvez pas vous passer de la voiture. Donc vous allez consommer énormément d'essence et donc beaucoup polluer. C'est également le cas de la plupart des villes américaines, vous le voyez, Los Angeles, San Francisco, Boston, Washington, New York, Chicago. Par contre, sur des villes très denses, à l'image de Tokyo ou de Hong Kong, comme les distances sont beaucoup plus courtes, la voiture a beaucoup moins d'intérêt. Déjà parce qu'il y aura plus d'embouteillages, donc plutôt que d'être pris dans ces embouteillages, vous serez encouragé à prendre les transports publics. Et ensuite parce que beaucoup de distances peuvent être parcourues au moyen de mobilité douce, donc à vélo ou à pied. Les villes européennes, vous le voyez, se dessinent plutôt dans cette densité assez élevée, avec les exemples de Vienne, de Bruxelles, de Munich, tout en sachant que d'autres villes le sont un petit peu moins. Mais on est quand même sur ce rapport à la mobilité qui est particulièrement intéressant. Si vous êtes déjà allé à Paris, par exemple, ou dans n'importe quelle grande ville européenne, pardon, en tant que touriste, on voyage beaucoup en transport public, notamment par le métro. Parce que c'est avantageux, parce que les distances à parcourir sont relativement faibles. Ce qui est beaucoup plus difficile justement dans les grands espaces américains où les connexions sont beaucoup plus étendues. Mais bien évidemment, on peut formuler des critiques par rapport à ça. Notamment en termes justement de l'économie des sols. Quelle densité est acceptable pour la population? En termes de ressenti, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Oui, on ne s'étend pas, donc on fait bien des économies des sols, mais jusqu'à quel point c'est encore viable? À quel point c'est encore acceptable? Est-ce qu'on est prêt à être tous entassés dans ces espaces? Vous avez ici une image vue du haut d'une ville particulièrement dense. Ça peut paraître assez étouffant. Et c'est une question de ressenti qui entre aussi en ligne de compte. Même chose, quand on parle d'économie d'énergie, effectivement, on va faire des économies qui sont particulièrement importantes. Mais qui dit densité dit aussi congestion, embouteillage, donc pollution. L'automobile reste malheureusement omniprésente pour les activités de loisirs. On ne peut que difficilement s'en séparer. Et donc ça reste une préoccupation relativement importante. Et ça soulève aussi la question de la faisabilité de la compaction. Jusqu'où on peut aller? Et à quel prix? Sachant que souvent ceux qui polluent le moins, c'est-à-dire ceux qui vivent au centre-ville, sont ceux qui subissent le plus la pollution de toutes les personnes qui vivent à l'extérieur de la ville et viennent travailler en ville ou viennent profiter des infrastructures en ville. Donc c'est eux qui souffrent de la pollution, c'est eux qui vont payer pour les infrastructures que d'autres vont utiliser sans même vivre en ville. Donc forcément, ça pose quelques problèmes. Le compromis face à ce défi entre ville compacte et ville étalée, la ville étalée, c'est ce que nous avions évoqué précédemment, c'est-à-dire cet étalement progressif du territoire. Le compromis, ce serait d'avoir une décentralisation concentrée, ou, en d'autres termes, une compacité mesurée autour d'un ensemble de centres secondaires. Le principe, encore une fois, est relativement simple, c'est de renforcer le modèle polycentrique en réseau. Ce qui revient à utiliser un minimum de ressources tout en respectant l'environnement. Vous avez ici ces différents scénarios. Vous avez par exemple le scénario de la ville étalée. Et vous voyez ici entre Lausanne et Genève, on a toute une bande urbanisée qui se crée avec forcément des conséquences en termes d'emprise sur le territoire, en termes de pollution, en termes d'économie, en termes d'énergie. L'idée de la ville compacte, ce serait d'avoir plutôt ça. Des centres très denses, avec du coup beaucoup plus d'espace vert. Mais forcément, si vous privilégiez ça, ça signifie que la qualité de vie dans certains espaces peut diminuer. L'alternative, c'est donc cette décentralisation concentrée, ce serait ce genre de choses. Vous le voyez, on a encore beaucoup d'espaces verts et on a beaucoup de petits centres compacts. Donc, c'est vraiment l'idée justement de ce compromis d'avoir différents espaces, différents centres secondaires, très bien connectés les uns aux autres, ce qui permet à la fois de renforcer cette idée de densité tout en ayant un cadre de vie qui reste acceptable et en exploitant un minimum d'espace. Donc, alternative, ville multipolaire. Encore une fois, c'est un scénario. Actuellement, on est plutôt dans un
processus d'étalement urbain, mais vous en doutez, plus le processus avance, plus on se met en question cette façon de faire, et plus on cherche des alternatives. Ce qui nous amène justement à cette question de ville durable. Comment viser la durabilité? Pour qu'une ville soit durable, elle doit être solidaire dans l'espace et dans le temps. On doit privilégier une ville qui soit responsable en termes de consommation de ressources, par exemple, en termes énergétiques. Et dans ce sens-là, la ville compacte est assez intéressante parce que elle favorise les déplacements sans voiture et elle préserve certains espaces naturels contre l'étalement urbain. Mais il s'agit aussi justement d'être neutre en énergie et donc de consommer autant que ce que l'on produit, de valoriser les friches urbaines, de valoriser les constructions appropriées avec un certain équilibre. La ville économe doit s'entretenir, doit réhabiliter ces espaces pour être toujours, non pas à la mode, mais toujours à la pointe, toujours d'actualité. Il faut pouvoir se renouveler et éviter justement qu'elle s'étende. Et il faut conserver des espaces verts pour offrir à la population un cadre de vie qui soit optimal. Une qualité paysagère, une préservation de la biodiversité qui sont essentielles justement à un niveau de vie acceptable et appréciable. Ce qui entraîne aussi, ce qui nécessite aussi la coopération entre les différents acteurs. Les décisions ne peuvent pas être prises par un seul groupe ou quelques individus. Ça doit être l'objet d'une concertation, d'un apprentissage de la population pour arriver à quelque chose qui corresponde aux besoins de tout le monde. Donc vous voyez, ce schéma de la ville durable, il est intéressant, il peut paraître assez utopique, mais la réflexion qui se pose ici, c'est de savoir finalement, ville compacte, ville étalée, on voit bien que la ville étalée ne fonctionne pas parce qu'elle a une emprise trop grande sur le territoire, parce qu'elle pollue trop, parce qu'elle consomme trop d'énergie. On voit aussi que la ville compacte n'est pas la solution parfaite parce que ça a des impacts sur la qualité de vie. On est obligé de trouver le juste milieu. Et c'est cette dernière alternative que je vous avais présentée. Et vous voyez que pour qu'une ville soit à proprement parler durable, il ne suffit pas juste de penser sa forme, il faut aller au-delà de sa forme et penser à son impact. Et vous avez ici tous les éléments de cet impact. C'est une ville qui prend en compte l'énergie, qui prend en compte l'environnement et qui fait l'objet d'une réflexion assez poussée. C'est quelque chose d'assez intéressant d'ailleurs, puisque de plus en plus on voit apparaître ce qu'on appelle des démarches participatives. L'idée, c'est de plus en plus d'impliquer les citoyens à la réflexion. Non plus d'avoir des projets qui émanent directement des autorités, de quelques architectes ou de quelques promoteurs, mais que la population s'implique dans la construction, dans la réflexion de certaines structures. C'est quelque chose que j'avais pu observer personnellement lors d'un voyage que j'avais effectué à Toulouse dans le cadre universitaire, où on s'était intéressé à cette démarche participative, puisque l'objet c'était de construire dans un quartier souvent considéré comme un petit peu défavorisé, une maison de l'image qui corresponde à tout le monde. Et le but justement, c'est pas d'avoir une imposition au niveau de ce quartier de quelque chose qui a été réfléchi au niveau du gouvernement, mais pas consulté au niveau local, c'est d'avoir quelque chose qui plaise à tout le monde, qui satisfasse tout le monde. Et on avait vu que différents acteurs s'étaient impliqués au niveau du quartier, au niveau de la municipalité, au niveau du commun des mortels, disons d'une certaine manière, pas uniquement les autorités, mais n'importe qui, vous et moi, ont pu prendre parole, ont pu participer aux négociations, discuter pour obtenir ce qu'ils avaient envie d'obtenir. Et c'est un peu comme ça que la ville durable doit se définir et se dessiner. Il faut qu'on puisse discuter ensemble pour trouver d'un commun accord ce qui satisfait tout le monde, même si bien évidemment c'est pas facile, on est obligé à partir d'un certain moment de prendre des décisions, mais ce qui satisfait tout le monde et ce qui permet d'avoir un cadre de vie optimal qui donne envie à la population locale de jouer le jeu. Et on verra que c'est d'autant plus important quand on parlera de ces écoquartiers, puisqu'un écoquartier qui n'est pas utilisé comme il devrait l'être ne devient finalement qu'un quartier comme les autres. Donc il faut pouvoir impliquer la population pour plus de durabilité et offrir un cadre de vie qui soit optimal. Voilà. Comme toujours, je reste à disposition pour vos questions, pardon. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine.